Olivier Bonneau, merci de répondre à cette interview dans le cadre des capsules des essentiels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent initiées par la SFPADA, dont tu es un membre éminent et membre du CA. Et c'est au titre d'expert en psychopharmacologie que j'aimerais t'interviewer aujourd'hui. À ce titre-là, je voudrais d'abord t'interviewer sur le site de psychopharmacologie que tu as contribué à créer, à mettre en ligne sur le site de la SFPADA. À quoi ça sert alors ce site psychopharmaco? Alors, merci beaucoup, Catherine, pour cette question. Alors, ce site de psychopharmacologie, on en est assez fiers à la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. J'y ai contribué, mais je n'étais pas seul. Je voudrais quand même citer le professeur Mario Speranza, qui est à Versailles, et le docteur Xavier Benarous, qui lui est à la Pitié-Salpêtrière. Et ensemble, avec la relecture de nombre de collègues qui sont très spécialistes, on a essayé d'offrir un site qu'on a appelé pompeusement peut-être Aide à la prescription, s'adresse à tous les médecins, alors les psychiatres, mais aussi les médecins généralistes dont on sait qu'il prescrit globalement presque plus que les psychiatres, en tout cas pour ce qui est des psychotropes. Et notre idée, c'était effectivement de leur permettre d'avoir une aide pour savoir comment prescrire, mieux prescrire, ne pas trop prescrire. C'est-à-dire, au fond, l'idée, c'est prescrire pour les bonnes personnes, parce qu'on a parfois le sentiment qu'on a des patients qui ont un traitement qui ne devraient peut-être pas en avoir, et des patients qui n'ont pas de traitement et qui, pour le coup, eux, devraient en avoir. Donc, c'est vraiment cette aide qu'on a essayé d'apporter. Et je dois dire que ce site a un grand succès. Il est extrêmement visité, notamment par les plus jeunes, mais aussi par nos collègues les plus anciens, dont on sait que souvent, tout ce qui était formation pour les psychotropes était quand même un peu succinct dans la formation initiale et que donc ils n'ont pas forcément cette habitude. Oui, alors merci Olivier. Je dois dire que la population générale s'inquiète en général de cette surprescription, enfin cette surprescription, c'est moi qui le dis, mais d'une prescription qui serait trop élargie de psychotropes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai qu'on a des chiffres qui peuvent avoir une allure très alarmante avec une augmentation des prescriptions. C'est un peu comme toujours, c'est-à-dire que c'est toujours l'idée des chiffres agglomérés. Dans l'ensemble, les prescriptions augmentent. Après, il faut regarder un peu dans le détail. Il y a des choses qui sont préoccupantes, d'autres qui le sont moins. Ce qui est préoccupant, c'est probablement les surprescriptions ou les augmentations de prescriptions dans les antipsychotiques. On y reviendra peut-être, mais les antipsychotiques sont souvent mal prescrits ou un peu comme ça, largement, quand on ne sait pas trop quoi faire, alors qu'ils ont des indications précises. Ce qui peut être aussi préoccupant, mais qui traduit aussi une augmentation du nombre de troubles que nous avons dans cette catégorie, c'est l'augmentation des prescriptions dans l'anxiété et dans la dépression. Dans l'anxiété, à la limite, c'est pas mal parce que les traitements marchent plutôt bien. Par contre, dans la dépression, c'est quand même quelque chose de plus discutable. Ce qui est moins préoccupant, c'est les augmentations, par exemple, de prescription pour le méthylphénidate, parce que c'est une augmentation, là aussi, en valeur relative. On partait d'un chiffre tellement bas dans ce pays que, au fond, on est encore très en dessous, et c'est heureux, des pays étrangers. Ceci dit, ça traduit là encore, probablement le fait qu'on prescrit parfois pas très bien. Ça traduit aussi les difficultés de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, dont la SFPEA en particulier s'est fait très souvent écho, parce qu'on sait bien que quand on n'a pas de solution, parfois la solution de facilité, ou peut-être la seule d'ailleurs, au fond, par défaut et des difficultés qu'on a, c'est de prescrire. Et donc ça contribue aussi à cette augmentation de prescription. Donc vraiment, notre credo à nous, c'est il y a des traitements qui sont utiles, il faut les prescrire. Des traitements qui ne sont pas utiles, il ne faut pas les prescrire. Et quand on prescrit, on doit bien prescrire. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est important pour toi en termes de cette prescription psychopharmaco, notamment à propos des neuroleptiques? Alors, pour les neuroleptiques, les antipsychotiques, on a fait beaucoup de travaux sur les sujets et on s'est aperçu qu'en France, on était un des pays les plus prescripteurs d'antipsychotiques de première génération. C'est qu'il y a deux générations, première, deuxième génération. A priori, les deuxièmes générations sont bien mieux tolérées et un tout petit poil moins efficaces que les premières générations. Il y a toujours un coup dans la tolérance. Et donc, pourquoi on a ça? Parce qu'en fait, on les utilise un peu trop largement, l'aldol parfois,
évidemment, également la siaménazine, le tertian, qu'on prescrit très largement alors qu'on est le seul pays à l'avoir. Et donc, il faut qu'on soit attentif à prescrire bien, et en particulier, en première intention, des premières générations, des deuxièmes générations, pardon. Moi-même, je me trompe. Et puis également, pour les antipsychotiques, il y a une importance très grande car ils ont des effets indésirables métaboliques et il faut faire des surveillances notamment biologiques, mais pas seulement, également le poids, et même en fait pour les plus grands, on va chercher le périmètre abdominal pour surveiller parce qu'il y a une augmentation de l'appétit importante, et on le voit hein, chez nos patients, ça c'est vraiment, tout psychiatre voit bien ce phénomène-là, et cette surveillance, on le sait en France, mais ailleurs en Europe, rassurez-vous, c'est pareil, elle n'est pas très bonne. On avait fait dans le temps une étude dans les Pays de la Loire, à l'époque où j'y étais, où on avait moins de 3% des individus sous traitement qui étaient correctement évalués pendant leur première année de traitement, moins de 3%. Donc une surveillance, je la rappelle très rapidement, les triglycérides, le cholestérol, la glycémie, et globalement pour les antipsychotiques de première génération et la risperidone, ne pas oublier de rajouter la prolactine. Bien. Alors ça, c'est en matière d'antipsychotiques neuroleptiques. Ah, pour ce qui est des antidépresseurs, qu'est-ce que tu nous conseillerais en termes de prescription? Ah, les antidépresseurs, c'est un merveilleux sujet. Les antidépresseurs sont presque mal nommés, en particulier en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Ils sont peu efficaces pour la dépression et ils ont même été, alors bon, il y a beaucoup de discussions épidémiologiques et on a vu à quel point les épidémiologistes étaient compliqués pendant la période Covid et jamais d'accord entre eux. Ce qui m'a d'ailleurs fait plutôt plaisir, parce qu'on disait toujours que les psychiatres sont jamais d'accord entre eux. Finalement, on n'est pas les seuls. Mais en tout cas, il peut y avoir effectivement un risque, au moins des idées suicidaires, d'augmentation. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le consensus international, c'est de dire que, un, le seul traitement que l'on doit donner pour les enfants et les adolescents qui ont des troubles dépressifs, si on donne un traitement, c'est la fluoxétine. C'est tout, aucun autre, et qu'éventuellement la littérature internationale nous oriente un peu sur l'escitalopram qui serait possible, même s'il est un peu hors AMM dans ce cadre-là, il est quand même prescrit, enfin, on peut quand même le prescrire parce qu'il y a des éléments de littérature internationale. Par contre, dans l'anxiété, c'est totalement différent. La plupart des antidépresseurs sont très efficaces pour corriger l'anxiété à long terme. Ils sont donc une alternative très grande à ce qu'on prescrit habituellement, à savoir souvent de la Tarax ou du Tertian. Mais en fait, au long cours, c'est vraiment une bonne alternative. Et parmi ceux-là, plus ils sont sérotoninergiques, plus ils sont anxiolytiques. Et donc, on en a un certain nombre. Disons que celui qu'on prescrit habituellement, la sertraline, est par exemple un bon choix. Oui, donc on va dire les mal nommés antidépresseurs, finalement, sur un plan dimensionnel, sont très efficaces dans des troubles anxieux généralisés et presque à prescrire en première intention, d'après toi. En tout cas, oui, quand les mesures habituelles de psychothérapie, de soutien, que ce soit d'ailleurs des mesures de thérapie comportementale ou d'autres types de thérapie, n'ont pas été efficaces, c'est vrai que c'est un traitement qui fonctionne bien. Et c'est vrai que le fait qu'il soit mal nommé nous pose un certain nombre de problèmes parce que c'est pas facile avec les familles de leur dire, écoutez, je vais donner à votre enfant un antidépresseur parce qu'il est anxieux. Ah bon, mais pourquoi? Que se passe-t-il? Ils vont à ce moment-là sur Internet, ils voient tout ce qu'on dit sur les antidépresseurs et ça peut être un peu compliqué. Alors, puisque c'est toi qui en parles, quelle place justement donner aux parents quand on fait une prescription de psychotropes à leur enfant? Essentiel. Excellente question, Catherine. C'est essentiel. Dans l'ensemble, on ne peut pas donner un traitement médicamenteux à un enfant sans avoir l'adhésion de l'enfant lui-même. Donc, il faut lui expliquer, enfant, adolescent, le niveau d'explication n'est pas le même. C'est pas évident, hein, du tout. Les enfants ne prennent pas beaucoup de traitements, ils n'ont pas du tout l'habitude, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit, et ça peut être très compliqué. Deuxièmement, il faut effectivement discuter aussi avec les parents. Et moi, mon idée, c'est jamais, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de promouvoir à la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées, c'est de co-construire le soin. C'est pas nous qui sommes là pour convaincre et essayer d'imposer une vue qui serait une vue médicale parce qu'on aurait un grand savoir et puis que ce serait comme ça et pas autrement. Ça se co-construit avec l'enfant, avec ses parents, de manière à éviter que chacun se dise, bon, Mathieu, l'autre n'en veut pas ou quoi que ce soit, qu'il y ait une adhésion globale. Et au fond, c'est voilà, c'est un travail collectif entre le médecin, les parents et l'enfant pour travailler la question des traitements. Ça, c'est important. Et quand on parle de traitement, on parle
d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on attend de ce traitement, quels effets indésirables, parce qu'il n'y a pas de traitement qui n'a pas d'effets indésirables, quels effets indésirables on attend et qu'est-ce qu'on peut en faire, quel peut être l'impact pour l'enfant, et que l'on va essayer de surveiller régulièrement et de vérifier régulièrement comment se passe l'efficacité. Et l'idéal, si tant est que ce soit possible, ce serait quand même que celui qui prescrit, c'est celui qui va l'arrêter ensuite. Alors évidemment, les gens changent, ils vieillissent, ils abandonnent parfois leurs patients à leur corps défendant, donc c'est pas toujours faisable, mais c'est vraiment un élément important. Et on a également sur le site de la Société française d'aide à la prescription, on a également des petites fiches qui permettent d'avoir le suivi. Quels effets indésirables, quels effets d'efficacité on a eu, si on l'a arrêté, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'en ont pensé les gens, qui sont très importantes et que je vous encourage à télécharger. Écoute, ça me paraît fondamental ce que tu viens de dire parce qu'on voit que la prescription psychopharmacologique, finalement, comme tout autre soin psychique, c'est avant tout un soin relationnel, dans une relation de confiance, dans une co-construction avec les parents de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, voilà, le setting de cette prescription, il est important et qu'en faire se peut dans la durée, c'est bien que ça soit le même praticien qui prescrive, qui suive et qui arrête. Et ça rassurera peut-être aussi l'enfant et les parents sur la question de combien de temps je prends un traitement psychotrope pour un enfant et un adolescent et pour ses parents. C'est toujours une question qui nous est posée, hein. J'ai Tout peur à qu'ils fait. deviennent, là je me mets à la place du parent qui dit j'ai peur, docteur, qu'ils deviennent addicts. Alors est-ce qu'on devient addict au traitement psychopharmacologique quand on est un enfant ou un adolescent? En règle générale, non. En fait, que ce soit pour les antipsychotiques, les antidépresseurs, il n'y a pas d'addiction réellement. Comme tout traitement, quand c'est efficace, on se dit que c'est efficace et on s'inquiète de l'arrêter ou autre. C'est plus psychologique, mais il n'y a pas une véritable addiction. Le seul produit pour lequel on peut devenir dépendant, parce que c'est un peu toujours la question, ce serait les benzodiazépines. Mais là, c'est bien fait. La prescription nous est interdite au-delà de 3 semaines et c'est à respecter. Je les utilise à titre personnel en hospitalisation parce que j'ai une unité d'hospitalisation et que c'est des anxiolytiques qui fonctionnent bien en aigu. Mais aucun patient ne sort de mon unité avec une prescription de benzodiazépine. C'est comme ça. Mais sinon, il n'y a pas réellement de dépendance. Par contre, quand même, un point important, c'est que les antidépresseurs, en particulier les sérotonergiques, ceux dont on parle là, sont des traitements qu'on doit augmenter très lentement et qu'on doit également diminuer très lentement. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut l'arrêter tout de suite, je lui dis pas de problème, on l'arrête aujourd'hui, mais il va falloir un mois pour diminuer le traitement. C'est tout. Ce serait ça qu'on pourrait appeler une forme de dépendance. Voilà, pendant un mois, en tout cas, je suis obligé de continuer à en prendre un peu en diminuant parce que c'est comme ça pour éviter le syndrome sérotoninergique. Oui, non, pour moi, c'est pas du tout Moi non équivalent de plus. la dépendance, hein. C'est l'encadrement, même un arrêt de prescription, ça s'encadre et ça se fait pas tout seul. Et d'où l'importance du pédopsychiatre dans la prescription. Bah, écoute, en tout cas, merci Olivier pour tous ces conseils très précieux et fort utiles. Et effectivement, on recommande à tout le monde d'aller voir le site de prescription psychopharmaco et des fiches de conseils.